Chapitre 10. Les formes élémentaires de la vie psychique. Pour avancer dans la compréhension de la formule générale d'interprétation des rêves, il est important de spécifier les propriétés fondamentales des opérations qui sous-tendent la fabrication des images du rêve. C'est l'analogie qui se révèle ainsi centrale dans la pensée du rêve comme dans la pensée hors rêve, en associant les choses qui ont un air de ressemblance. Mais à l'association par analogie s'ajoute l'association par contiguïté, qui fait que deux choses sont mentalement indissociables, l'image de l'une appelant immédiatement l'image de l'autre, parce qu'elles sont souvent rattachées dans l'expérience réelle du rêveur. L'analogie pratique. Comment l'universalité des analogies s'explique-t-elle? Pour vivre, l'être humain a continuellement besoin de faire des comparaisons entre ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé préalablement. Sa cognition dépend de l'exploitation à tout bout de champ des expériences passées les plus proches des situations qu'il affronte. Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander. L'analogie, cœur de la pensée. En parlant de transfert et de contre-transfert dans la cure analytique, en développant la technique de l'association libre d'idées et en caractérisant les opérations centrales à l'œuvre dans le travail du rêve, symbolisation, métaphore, condensation, déplacement ou substitution, Freud a mis le doigt, sans le savoir, sur un aspect fondamental de la vie relationnelle et psychique. Car, comme il a pu lui-même le remarquer en certaines occasions, association et transfert n'ont rien de spécifique à la relation analyste-analysée, et ces processus ou mécanismes, comme les opérations oniriques, sont sous-tendus par l'analogie pratique. L'analogie pratique, involontaire et non consciente, est au cœur de l'activité psychique humaine, dans le rêve comme dans la vie éveillée. L'usage de termes différents pour désigner toute une série d'opérations mentales sous-tendues par des processus analogiques tend parfois à brouiller la vue sur cet aspect central de l'activité psychique, fondamentalement lié à la nature historique des êtres humains. Ce qui se perçoit, se sent, se représente ou s'interprète au présent repose nécessairement sur un rapprochement analogique inconscient, plus ou moins approximatif, entre la situation nouvelle qui se présente et les situations passées déjà vécues, et dont le cerveau a gardé la trace sous la forme de schèmes ou de dispositions. Prototypes, modèles, schémas, patrons, structures cognitives, etc. C'est donc parce que les êtres humains sont en mesure d'intérioriser leurs expériences passées sous la forme de schèmes ou de dispositions, et qu'ils sont soumis par ailleurs en permanence à de nouvelles situations, parce qu'ils sont des produits de l'histoire et qu'ils ont une histoire qui se poursuit, que l'analogie est un phénomène central de leur fonctionnement psychique. Hofstadter et Sander ont parfaitement résumé ce point. Sans passé, pas de pensée, et sans analogie, pas de pensée non plus, car l'analogie permet justement cette mise en relation entre présent et passé. On pourrait dire que l'analogie est le propre de l'homme, et qu'elle est le signe que l'être humain est un être historique. Avec le cerveau et le système nerveux qui les caractérisent, les êtres humains sont donc naturellement contraints à opérer des rapprochements analogiques entre les expériences passées et les nouvelles situations qu'ils sont amenés à affronter. Rapprochement quasi jurisprudentiel du cas présent et des cas déjà vécus dans le passé, les précédents, qui fait que le présent est toujours perçu et même anticipé à partir du passé. Étant ces êtres d'histoire inscrits dans une inévitable succession chronologique d'expériences, les êtres humains ne peuvent échapper au processus d'analogie pratique, qui prennent le plus souvent la forme d'anticipation pré-réflexive. Ces anticipations peuvent être confirmées ou infirmées, mais dans tous les cas, ils ne perçoivent le présent qu'à partir des structures de perception et de représentation déjà constituées au cours de leurs expériences passées. La faculté humaine d'analogisation est le moteur même de la pensée. L'analogie pratique est présente dès les premiers apprentissages non-verbaux de schémas d'interaction que les nourrissons intériorisent. Ces derniers calent leurs actions et réactions à partir des anticipations que les rituels d'interaction passés leur ont permis d'acquérir.
Reconnaissant dans les situations d'interaction présentes avec leurs parents les schémas d'interaction passés, ils procèdent nécessairement en permanence à un rapprochement non conscient et parfois aussi à des ajustements entre le passé et le présent, les habitudes d'échange passés et les amorces d'échange présents. Ce type d'intériorisation de schèmes relationnels et affectifs débutés avant même l'entrée dans la parole se poursuivra tout au long de la vie de l'individu. Dans chaque situation nouvelle, l'individu socialisé agit en mobilisant inconsciemment des schèmes ou dispositions incorporées déclenchées par la situation. Et dans cette ouverture du passé incorporée par le présent, le rôle de l'analogie pratique est central. C'est dans la capacité à trouver, pratiquement et globalement plutôt qu'analytiquement, de la ressemblance entre la situation présente et des séries cohérentes d'expériences passées incorporées sous forme d'abrégés d'expériences, schèmes, que l'individu peut activer les dispositions ou les compétences qui lui permettent d'agir de manière plus ou moins pertinente. Le travail de l'analogie se poursuit dans l'apprentissage du langage et de la perception, lorsque l'enfant apprend progressivement à nommer les êtres et objets du monde. Les actions de nomination reposent sur des capacités à repérer des analogies entre les nouveaux objets et les objets déjà répertoriés. Par exemple, l'enfant apprend à utiliser le mot chien à propos d'une grande variété d'animaux qui ont, malgré leurs différences, un air de famille. Wittgenstein. Leur taille, leur poil, leur couleur, leur corpulence, la morphologie de leur gueule ou de leur corps peuvent varier sans remettre en question toutefois leur appartenance commune à la catégorie des chiens. Les capacités enfantines de discrimination ou de reconnaissance s'affinent et s'affirment au cours de la socialisation langagière, qui est indissociable d'une mise en contact réel ou imagée avec des cas différents appartenant à la même catégorie. Dans les tout premiers temps d'apprentissage, un enfant peut désigner à peu près tous les animaux à quatre pattes qui se présentent à lui à l'aide du mot chien. En employant le mot d'une catégorie spécifique d'animaux pour désigner des animaux appartenant à d'autres catégories, mais qui possèdent cependant des propriétés communes, tout comme les chiens, les chats, les moutons, les chèvres ou les poneys ont quatre pattes et ont le plus souvent des poils. L'enfant révèle le travail involontaire de l'analogie qui rapproche, de façon plus ou moins pertinente, des objets différents de la réalité. De la même façon, le petit enfant qui entre dans le langage peut essayer de dialoguer avec le chien de la maison parce que, par certains comportements, il se révèle proche de camarades de jeu humains. Les mots fonctionnent ainsi comme des schèmes, dans le sens où se cumulent en eux une multitude de situations concrètes plus ou moins analogues vécues par le sujet parlant. Pour passer de l'usage singularisé de maman, qui fait correspondre un mot à une seule réalité, à un usage plus abstrait, généralisé ou départicularisé, qui fait qu'il n'existe pas qu'une seule maman, l'enfant procède par intégration sémantique dans le mot maman de toute une série de cas analogues. Il y a ma maman, mais ma maman a aussi une maman. Mes copines ont elles aussi une maman, etc. Dans un premier temps, il y a une situation concrète, avec des composantes concrètes. Elle est donc perçue comme quelque chose d'unique et séparable du reste du monde. Au bout de quelque temps pourtant, on rencontre une autre situation que l'on trouve semblable, et le lien s'établit. Dès ce moment, les représentations mentales des deux situations commencent à se lier, à se mêler et à se confondre, donnant lieu à une nouvelle structure mentale qui, bien que moins spécifique que chacune des deux sources, c'est-à-dire moins détaillée, n'est pas fondamentalement différente d'elle. Dans un second temps, et notamment grâce à l'action pédagogique de l'école, l'enfant apprendra à distinguer les objets d'une façon plus analytique, intentionnelle, réflexive. Mais cette nouvelle manière de discriminer les réalités sur des bases plus rigoureuses restera toujours moins évidente pour lui que la maîtrise analogique pratique sur laquelle reposent en permanence ses perceptions et ses raisonnements.
Le recours ordinaire au sens pratique de la ressemblance globale est toujours moins précis qu'une analyse systématique sur critères de l'objet, mais aussi incomparablement plus économique, rapide et efficace, comme le notait René Alendi. D'abord, la représentation par image est infiniment plus rapide que la description analytique d'une situation. Elle est une synthèse. Par exemple, il est long et compliqué d'exprimer l'état d'âme d'un homme incertain, rongé de soucis, empêtré de difficultés, retenu par ses propres informités physiques ou morales. Au contraire, évoquer en un tableau instantané cet homme empêtré de la boue, dire qu'il est vaseux, c'est au moyen du symbolisme donner instantanément l'impression de sa situation. L'analogie dans le rêve. Le rêve établit des liens analogiques entre le présent problématique du rêveur et différents éléments significatifs de son passé problématique plus ou moins ancien ou récent. L'analogie pratique, qui guide tout autant notre comportement dans la vie éveillée en nous permettant de comprendre, d'interpréter, d'agir, de réagir et même d'anticiper le cours des choses du fait du rapprochement entre le passé et le présent, ne conduit cependant pas, sauf exception, lapsus ou délire, à des fusions ou à des mélanges dans la vie éveillée. Le passé et le présent sont le plus souvent clairement distingués, et seuls les éléments présents accèdent à la conscience, excepté dans les cas où un souvenir est explicitement remémoré, sous la forme d'une rêverie éveillée ou sous la forme d'une parole évoquant un souvenir. Le rêve, lui, peut mêler sans distinction les scènes, les lieux, les personnages et les objets de notre présent, et les scènes, les lieux de personnages et les objets analogues de notre passé. Les analogones du passé se libèrent durant le sommeil et remontent à la surface de la conscience involontaire du rêveur. Les éléments du passé qui sont en jeu dans les rapprochements analogiques cessent alors d'être implicites, ce qu'ils sont dans la vie quotidienne éveillée, pour venir côtoyer les éléments du présent dans l'espace onirique sous la forme de symbolisation, de condensation, de métaphore ou de substitution. Ils surgissent dans l'espace de la conscience endormie alors qu'ils sont seulement en arrière-plan dans la conscience éveillée. On pourrait dire qu'ils nous déterminent tout en restant dans les coulisses durant la vie éveillée, sans qu'on s'en rende compte et sans apparaître directement, alors qu'ils montent sur scène dans le rêve. Comme le dit Ernest Hartmann, le rêve révèle l'hyperconnectivité de notre fonctionnement psychique, mettant en lien différents moments du passé avec le présent du rêveur. Mais cette hyperconnectivité est le fonctionnement ordinaire de notre cerveau qui, en permanence, à l'état éveillé comme durant le sommeil, relie le nouveau au déjà connu ou appréhende le nouveau à partir du déjà connu. La spécificité du rêve réside donc dans le mélange en vue de poser un problème, de ce qui était tenu séparé par la conscience éveillée. Le mélange ou le mixte passé-présent opère sans fournir le mode d'emploi de ces opérations. Si des éléments différents, tirés de moments différents du passé, peuvent se retrouver dans le même espace onirique, la raison de leur présence est elle-même totalement laissée implicite, puisque le rêveur ne s'adresse qu'à lui-même. Et c'est pour cette raison qu'une fois le rêveur éveillé, la signification des images du rêve échappe à sa conscience vigile qui ne travaille pas de la même façon que durant le sommeil. L'interprétation du rêve est donc la voie royale menant à la connaissance des processus de rapprochement analogique développés sans le savoir par le rêveur. Elle est aussi la voie royale d'accès aux problèmes de la vie du rêveur. Mais on ne peut pas pour autant imaginer que l'on puisse l'appréhender via l'étude du rêve des réalités qui nous seraient totalement inaccessibles par d'autres voies. Les dispositions et les éléments de la problématique existentielle qui s'expriment dans le rêve s'expriment en permanence, quoique de toute autre manière, dans la vie éveillée du rêveur. Prendre le rêve pour objet, c'est simplement se demander comment ces éléments fonctionnent et s'expriment dans ce cadre spécifique qu'est le sommeil, et non accéder au secret de l'âme ou du psychisme. Tout se passe comme si, pour le cerveau, les éléments passés et présents étaient interchangeables ou équivalents,
substituables ou associables, à partir du moment où le schéma d'expérience incorporé a établi une relation analogique entre eux, entre les différents éléments du présent, entre les différents éléments du passé, ou entre les éléments du passé et ceux du présent. Si le père et le petit copain d'une rêveuse sont clairement distingués dans la vie éveillée, ils peuvent être considérés comme équivalents dans le rêve et être traités en conséquence, parce que le cerveau de la rêveuse a établi des liens entre les deux, en repérant des similarités ou des propriétés communes. Dans le rêve, tout ce qui semble est susceptible de se condenser ou de se substituer. La machine à analogie est en permanence active dans le rêve. Son action explique le fait qu'il n'y a pas de frontière de champ ou de monde entre situations, personnes, lieux, objets, etc. Les expériences du monde social qui s'organisent dans des temps et des espaces différenciés sont vécues par les individus comme des expériences qui communiquent, s'associent, se font écho ou se contredisent. Et il n'y a pas de séparation non plus entre le passé et le présent. Les expériences, situations, personnes, lieux, objets, etc., du passé le plus reculé et celles du présent le plus immédiat vivent, se combinent et communiquent dans le même espace symbolique. Enfin, le rêve n'opère pas de distinction entre l'essentiel et ce qui peut sembler purement accessoire. Par la notion de déplacement, Freud désignait le procédé consistant à intervertir des éléments essentiels et des éléments secondaires, manière un peu retorse de détourner l'attention de la censure. Pourtant, le déplacement en question n'est qu'une simple substitution d'une chose, personne, lieu, objet, situation, etc., par une autre, personne, lieu, objet, situation, etc., généralement fondée sur une analogie subjectivement perçue par le rêveur. On peut du coup se demander qui est en mesure de décider ce qui est principal de ce qui est secondaire dans le rêve. Les événements diurnes qui déclenchent les stimuli à l'origine du rêve peuvent paraître parfois des détails ou des événements anodins, insignifiants du point de vue d'un regard extérieur. Mais le rêveur, lui, avec les schèmes ou les dispositions qui sont les siens, a perçu, consciemment ou non, l'analogie des objets ou des situations. Si les termes du problème traité mobilisés dans le rêve ne sont pas toujours très clairs aux yeux du sujet éveillé, ce n'est pas parce qu'une censure forcerait au masquage, au détournement ou au déguisement. Ce n'est pas non plus parce que le rêve violerait particulièrement les lois naturelles, en faisant que les personnes, les lieux et les temps changent sans prévenir, qu'il y a des fusions ou des combinaisons impossibles de personnes, de lieux, de temps, de situations, etc. C'est simplement que des analogones sont mobilisés dans le rêve dans la mesure où ils sont considérés par le cerveau comme des équivalents des éléments du problème traité. Tout se passe comme si on avait affaire à une équation dans laquelle chaque terme de l'équation peut être remplacé par un terme ou une série de termes équivalents. Pour retrouver le problème sous-jacent au rêve, il faut donc décoder chaque élément du rêve en se demandant de quel élément non dit il est l'analogone. Parfois, le rêve dit plusieurs choses à la fois, et le caractère hétéroclite et bigarré du rêve est le produit de la combinaison de toutes les analogies du ou des problèmes travaillés. L'un des rêves personnels du philosophe et psychologue Marcel Foucault montre à l'œuvre une substitution onirique fondée sur une analogie de situation. Alors qu'il était professeur en lycée, il craignait tout particulièrement le proviseur de son établissement. Une nuit, il rêve qu'il est élève et qu'au moment de réciter des vers qu'il devait apprendre, il éprouve les plus grandes difficultés à se les rappeler. Il est alors très inquiet, à cause de la sévérité bien connue du professeur, Monsieur X, qui n'est autre que son proviseur dans la vie réelle. Ainsi, l'inquiétude vague que me causait mon proviseur dans la veille s'est accrue pendant le sommeil, et la crainte d'être prise en faute s'est réalisée dans le rêve, puisque je ne savais pas ma leçon et que je ne pouvais pas l'apprendre. L'analogie entre le rapport hiérarchique professeur-proviseur et le rapport hiérarchique élève-professeur explique la substitution de l'un par l'autre. Dans un cas étudié par Georges Lakoff,
une femme rêve qu'elle est dans la classe de son professeur préféré à l'université. Celui-ci vient vers elle et lui dit qu'elle ne travaille pas et qu'elle va échouer à ses examens. Dans la vie réelle, la rêveuse est mariée avec un professeur qui est le collègue du professeur vu en rêve. Quand elle s'est mariée, elle a quitté un travail qu'elle détestait et a cessé toute activité professionnelle. Elle a peur alors que le fait de ne pas travailler la mette dans une situation financière telle que le mariage pourrait échouer. En fait, elle a remplacé dans son rêve son mari par son collègue et a transposé dans l'ordre scolaire, travailler pour assurer un succès scolaire, ses craintes dans l'ordre conjugal, travailler pour assurer la réussite de son mariage. Avec son rêve, elle imagine au fond son mari lui reprochant que le fait qu'elle ne travaille pas est à l'origine des difficultés dans leur couple. L'échec scolaire fait écho à l'échec conjugal. Calvin S. Hall et Vernon J. Nordby livrent aussi un cas où les analogies de personnes et de situations structurent intégralement le rêve d'une jeune femme célibataire qui souffre d'anxiété. Elle raconte à son thérapeute le rêve suivant. Un éléphant me poursuivait. Il courait jusqu'à la maison, mais la porte était fermée et je ne pouvais rentrer. Les associations faites par la rêveuse révèlent qu'elle a très peur des éléphants depuis que son père l'a amenée au cirque lorsqu'elle était enfant. Elle était terrifiée par les éléphants qui faisaient leur numéro, et elle se blottissait contre son père. Elle se rappelle que la laine de son père était forte et qu'il fermait à moitié les yeux injectés de sang. Devenue adulte, elle comprendra qu'il était ivre ce jour-là. Dans la description qu'elle fait de son père, celui-ci était gros, avec un nez grand, très rouge, et, enfant, elle avait peur de lui. Elle se mit à crier et voulut rentrer à la maison. Elle se souvient qu'elle voulait retrouver sa mère, qui avait l'habitude de la protéger de son père quand il se montrait trop violent. Mais le temps passant, sa mère s'isola de la famille et cessa de veiller sur elle. Le rêve met donc en scène, à l'aide de plusieurs analogies, la situation d'un père menaçant qui la poursuit et l'absence de protection de la part de la mère. L'éléphant effrayant est un analogone du père, gros, avec un grand nez et effrayant. La scène de la poursuite est analogue aux situations de l'enfance avec le père. La porte fermée est l'analogone visuel de la fermeture de sa mère qui ne lui apporte plus aucune aide ou protection. Et la maison est l'analogone du lieu protecteur. L'analogie des situations présentes et passées et des personnes qui conduit à un processus de condensation s'observe dans l'exemple suivant d'Eric Fromm. Un homme qui travaille sous les ordres d'un chef autoritaire peut, à tort, le redouter parce que, enfant, il a eu un père qu'il craignait. Son chef, pour une raison ou pour une autre, lui fait une remontrance. La nuit suivante, il a un cauchemar dans lequel il voit un homme dont le visage est un mix de son père et de son chef qui tente de le tuer. Si, enfant, il n'avait pas redouté son père, les critiques de son patron ne l'eussent pas effrayé. Mais si, ce jour-là, son chef n'avait pas été contrarié et n'avait pas eu de remontrance à faire, la crainte fermement enracinée en cet homme n'eût pas été mobilisée, et le rêve ne se fût point produit. Et c'est toujours l'analogie des situations passées et présentes qui permet de comprendre les rêves cités par René Allendy. Par exemple, un homme s'endort en pensant à l'ingratitude de sa tâche quotidienne et au caractère monotone de sa profession. Il revoit en rêve ses souvenirs de collège. Assurément, il n'existe aucun lien logique pour rapprocher, selon des concepts rationnels, une salle d'études avec son éclairage blafard et le fait de placer des articles de commerce chez des détaillants. Et quand on sait quels sentiments d'ennui, de contrainte, de monotonie ont été éprouvés par le sujet pendant des années d'études, on découvre que, pour caractériser son dégoût d'une profession à laquelle il se trouve contraint, aucun souvenir ne pouvait comporter une note affective plus adéquate. Un autre professeur dans une université se revoit très fréquemment en rêve, au cours d'une certaine période, passant son concours d'agrégation et éprouvant 1000 difficultés. Quand on sait qu'il avait une très mauvaise santé au moment de ce concours,
et qu'il a de nouveau des soucis au sujet d'un état maladif, le rêve prend une signification évidente. Le concours en question est devenu l'allégorie, l'image concrète de la mauvaise santé, et apparaît en rapport direct avec le sentiment de malaise physique. Maurice Holbrook jugeait les interprétations de Freud à la fois très compliquées et très incertaines, notamment du fait de la multiplicité des associations qui peuvent faire écho aux éléments du rêve. Le fait que derrière un nom, il faut chercher plusieurs personnages, qui sont tous prêts d'ailleurs à se transformer l'un dans l'autre, et qu'il en aille de même de la plupart des événements et des objets de nos songes, laissait perplexe le sociologue. Mais si les schèmes oniriques sont liés à des schèmes d'expérience, qui sont des abrégés d'expérience, alors la liste des substitutions possibles est très longue et peut même indéfiniment s'allonger. Le fait que les associations pourraient être sans fin confirme cependant que c'est d'une certaine façon l'ensemble des expériences passées relativement analogues qui est en jeu dans le schème onirique en question. En demandant au rêveur d'associer les différents éléments du rêve à d'autres éléments, l'analyste ne fait que recueillir quelques cas appartenant à la même série d'expériences, mais n'a aucun moyen de reconstituer la totalité des cas. Il n'est même pas sûr que les cas qu'il recueille aient été les plus déterminants dans la fabrication du rêve. Mais cela n'enlève rien à la pertinence de la démarche consistant à retrouver la cohérence des séries schèmes sous-tendant le rêve. Le transfert analytique comme transfert analogique. Le fameux transfert analytique, selon lequel l'analysé projetterait ou transposerait sur l'analysant les rapports, modes de relation, sentiments, désirs, fantasmes, etc., qu'il a entretenu avec d'autres personnes significatives de son entourage, généralement réduites à des personnes importantes de l'histoire infantile, est certes vrai, mais n'a rien de spécifique à la situation de cure analytique. L'entretien sociologique n'est guère différent, qui amène à s'interroger sur le statut que l'enquêté confère à l'enquêteur, et à quel titre il s'est adressé à lui. Quasi-père, quasi-mère, quasi-fils, quasi-frère, quasi-collègue. Mais, plus généralement, toute nouvelle relation interpersonnelle nouée permet à chacun des partenaires de la relation de transférer, transfert et contre-transfert des deux personnes engagées dans la relation, sans en être conscient, certaines manières d'agir déjà expérimentées dans le passé avec d'autres personnes. Et ce sont des analogies pratiques qui sous-tendent ces transferts de relations passées sur des relations présentes. C'est parce qu'il voit en l'autre un analogone d'autres personnes qu'il projette sur lui certaines représentations et se comporte avec lui d'une certaine façon analogue à celle qu'il a mise en œuvre par le passé. Freud insiste sans doute trop sur le caractère personnel des relations sociales en jeu, car plus l'âge de l'analyser est avancé, plus le type de relation en question a pu être établi et constitué à travers une série très longue de personnes empiriques, et ne concerne donc pas seulement le rapport à telle ou telle personne. Évoquant le transfert entre Dora, traité pour hystérie, et Freud, Jean-Michel Quinaudot souligne la pluralité des relations implicitement en jeu. Le transfert, que l'on peut définir comme étant un drame qui, au cours du traitement, se joue avec une figure importante du passé qui est projetée dans le présent sur la personne du psychanalyste. Dans le cas de Dora, il n'y avait pas qu'une seule figure du passé transférée sur Freud, car Freud ne représentait pas seulement celle de M. K, mais également la figure d'un séducteur plus ancien, le père de Dora, à son tour relayé par M. K. C'est ainsi qu'au cours de cette analyse, un événement réel, récent de la vie de Dora, l'a renvoyé à un passé infantile antérieur à l'incident, c'est-à-dire à des fantasmes d'être séduite par son père, remontant à l'enfance. Ce sont donc des schèmes relationnels qui sont en jeu, dans la cure ou dans l'entretien sociologique, comme dans n'importe quelle autre relation interpersonnelle. La seule différence réside dans le fait que l'analyste, comme le sociologue, s'efforce d'être conscient de ces transferts et de tirer parti d'eux pour mieux comprendre l'analysé ou l'enquêté. Si une analyse sans transfert est impossible,
c'est que toute relation interpersonnelle engage des transferts. Comme le dit Freud lui-même, il ne faut pas croire que c'est l'analyse qui crée le transfert et que celui-ci ne se rencontre que chez elle. Le transfert est seulement mis à jour et isolé par l'analyse. Il est un phénomène universellement humain, décide de la réussite de toute influence médicale. Il domine même d'une manière générale les relations d'un individu à son entourage humain. Dans le cas de Dora, la structure sociale de la relation liée à l'âge et au sexe des interactants, la nature de la relation de dépendance entre le patient et son analyste, et sans doute aussi l'autorité du spécialiste, rouvrent une relation de type père-fille. Il était clair au début que je remplaçais son père dans ses fantasmes, ce qui allait en quelque sorte de soi, vu notre différence d'âge. Elle me comparait constamment avec lui, et de façon consciente. Selon les cas, le transfert est plus ou moins une répétition à l'identique, ou une adaptation, un ajustement, une accommodation, au sens de Piaget. Certains transferts ne se distinguent dans leur contenu en rien de leur modèle, si ce n'est par la substitution des personnes. Ce sont alors, pour reprendre la comparaison déjà faite, de simples réimpressions ou rééditions sans altération. D'autres sont plus subtils. Ils ont subi une atténuation de leur contenu, une sublimation, tel est le terme que j'emploie, et peuvent même devenir conscients dans la mesure où ils s'appuient sur une particularité réelle du médecin dont ils savent habilement tirer parti, ou sur certaines circonstances attachées à sa personne. Ce ne sont plus alors des rééditions, mais des éditions révisées. Mais le transfert à l'identique, ou la pure et simple répétition d'un schème relationnel passé, n'est certainement pas la situation la plus fréquente que vivent les individus socialisés. La dynamique de la relation fait que les modes de comportement adoptés commencent par s'appuyer sur des expériences similaires du passé, avant de s'ajuster et de se corriger au fur et à mesure de la découverte de la personne. Dans toutes les interactions humaines, des transferts et des contre-transferts de relations et de comportements se jouent en permanence entre les interactants. Une auteure peut voir en son éditrice une espèce de mère protectrice qu'elle aime, craint et respecte tout à la fois. Un apprenti peut voir dans son patron une figure paternelle redoutée et agir comme un fils le ferait avec un père autoritaire. Un salarié peut projeter sur un collègue un peu plus âgé que lui l'image d'un grand frère dont il a été envieux et interagir avec lui en conséquence. Une femme peut se comporter à l'égard de son nouveau compagnon comme si elle avait affaire à son ex-mari, etc. Association, analogie et contiguïté. Et même dans nos rêveries les plus folles et les plus délirantes, et pour mieux dire dans tous nos rêves, nous trouverons, à y réfléchir, que l'imaginaire ne court pas entièrement à l'aventure, mais qu'il y a toujours une connexion qui se maintient entre les différentes idées qui se succèdent. David Hume, Enquête sur l'entendement humain. On parle parfois d'association en confondant deux types de liens. L'analogie entre deux réalités, personnes, lieux, objets, situations, etc. Et le lien de contiguïté spatiale, temporelle ou logique. Les deux réalités sont contextuellement liées dans l'expérience du rêveur. Les deux réalités se sont succédées. L'une est la conséquence de l'autre. Dans le premier cas de figure, le sujet associe les choses parce qu'il les perçoit comme analogues, et donc équivalentes et substituables. Dans le second cas de figure, un saumon fumé, par exemple, est utilisé dans le rêve parce que c'est le mets favori d'une amie, et rêver de saumon fumé, c'est rêver de cette amie. L'odeur de fleurs d'oranger replonge le sujet dans son Maroc natal. La vue d'un ciré jaune lui évoque spontanément le bateau familial, et l'évocation d'une pinède s'associe mentalement chez lui à l'incendie qu'il a vécu lors d'un été. Les réalités en question ne sont pas analogues, mais vont ensemble. Dans son cours de philosophie au lycée de Sens, en 1883-1884, Durkheim soulignait déjà l'existence de ces deux types d'associations. Il faut donc admettre au moins deux types. L'association par contiguïté,
et l'association par ressemblance. Telles sont les différentes espèces d'association des idées. Karl Albert Scherner parle de lois associatives et de rêves associatifs, dans lesquels on observe des associations d'idées. Il évoque tout d'abord des rêves qui enchaînent des situations analogues. Par exemple, un garçon rêve qu'il grimpe sur un arbre pour attraper un nid de pie, et que les parents pie volent au-dessus de sa tête, de manière menaçante. Puis qu'il est dans la classe de son école et que son professeur menace sa tête avec sa badine, baguette mince et souple, parce qu'il a mal appris son chapitre. Dans les deux cas, le rêveur a fait quelque chose de mal et est menacé de punition ou de sanction. Mais Scherner parle aussi des rêves associatifs sous forme de contiguïté et de simultanéité. Leur loi est la suivante. Des choses que l'on a vues ou vécues dans la réalité au même endroit, contiguïté, ou au même instant, circonstances temporelles, conjonctures, etc., s'évoquent réciproquement en tant qu'objet représentatif du rêve, pour constituer des connexions. Jacques Montangero a bien montré par ses travaux que ce qui apparaissait dans le rêve pouvait être lié à des phénomènes d'analogie ou de contiguïté. Ainsi, si l'oncle John est mort, la pensée de l'oncle peut déclencher des éléments analogues de la classe oncle ou des classes auxquelles il appartient. Par exemple, toutes les personnes qui ressemblent ou peuvent faire penser à l'oncle en question, les adultes, les oncles, les colériques, les autoritaires, les alcooliques, etc., peuvent se substituer à lui. Par ailleurs, des éléments contigus à l'oncle peuvent apparaître dans le rêve. Le lieu qu'il habitait, la casquette particulière qu'il mettait l'hiver, les meubles anciens dont il était collectionneur. De même, l'ancien ami d'une rêveuse se présente dans son rêve avec le visage de son frère, parce que tous deux suscitent chez elle le même sentiment de rage impuissante. Ou bien encore, un étudiant rêve qu'il veut convaincre 5 étoiles dans le ciel que ses idées sont bonnes, alors qu'il va soutenir une thèse devant 5 membres d'un jury, façon imagée de dire que les membres de son jury sont pour lui comme des étoiles brillantes et inaccessibles. La méthode de libre association, pratiquée par Freud, est une méthode qui consiste à exprimer sans discrimination toutes les pensées qui viennent à l'esprit, soit à partir d'un élément donné, mot, nombre, image d'un rêve, représentation quelconque, soit de façon spontanée. Le patient est amené à laisser aller ses pensées, afin que l'analyste puisse entrer dans l'univers des associations qui lui sont propres, qu'il s'agisse d'analogie ou de contiguïté. Freud demande au rêveur de reporter son attention sur les différents éléments du contenu du rêve, et lui faire part au fur et à mesure qu'elles se présenteront des associations que ces fragments font naître. Ces associations fournissent des matériaux variés, des souvenirs de la vie du rêve à des souvenirs d'époques plus reculées, sans lesquels le rêve demeure incompréhensible. Freud fait l'hypothèse que durant le rêve, ces mêmes associations, ou des associations du même type, sont à l'œuvre et le rendent possible. Car au cœur du travail du rêve se trouve l'analogie pratique, ressemblance, et l'association par contiguïté, l'indissociation, que Freud ne distingue pas toujours très bien. Parmi les relations logiques, une seule se trouve favorisée dans la plus large mesure par le mécanisme de la formation du rêve. Cette relation est celle de la ressemblance, de la concordance, du contact, du tout comme, qui, plus qu'aucune autre, peut être présentée dans le rêve par des moyens multiples. Dans le rêve d'un de ses patients, Freud repère par exemple, grâce aux précisions et associations fournies par le rêveur, une association par contiguïté, une littéralisation d'une quasi-homonymie et une analogie implicite. Un patient fait un rêve assez long. Plusieurs membres de sa famille sont assis autour d'une table ayant une forme particulière, etc. La table du rêve lui rappelle celle qu'il a vue dans une famille où les rapports entre le père et le fils sont tendus. Et le rêveur précise spontanément que des rapports analogues existent entre son père et lui. La table est donc associée à une famille
et le fait de voir sa propre famille réunie autour d'elle est une manière visuelle efficace de dire que les deux familles sont analogues. C'est une manière de dire chez nous les choses se passent comme dans cette famille. Mais le choix de la table pour associer les deux familles et signifier cette analogie est motivé par une quasi-homonymie, car la famille propriétaire de la table s'appelait Tischler, du mot tisch, table. En rangeant les membres de sa propre famille autour de cette table, le rêveur agit comme si eux aussi s'appelaient Tischler. Un rêve publié par René Alendi fait clairement apparaître les associations par contiguïté et l'analogie des situations. Un jeune homme rêve qu'il est à Arcachon et qu'il fait une glissade en luge sur des aiguilles de pin. En discutant avec le rêveur, l'analyste apprend que, pour lui, Arcachon est la ville où il a soigné une tuberculose. À cette période, il était à la fois attiré par des femmes et avait peur d'elles, ce qui lui a fait manquer de nombreuses occasions amoureuses. Arcachon est donc associé à une expérience négative de maladie, où rien ne lui réussit sentimentalement. La descente à luge sur des aiguilles de pin renvoie en revanche à son expérience très positive, à la Bourboule quand il était enfant, à l'âge de 8 ans. Il était à l'époque très fier d'être le seul à le faire. Il était pour cela envié par les autres enfants. Par ailleurs, sa cure avait été très positive. Mais les aiguilles de pin lui font aussi penser aux Vosges, où l'un de ses amis vient de se fiancer, alors que lui est toujours célibataire. Du coup, les associations contiguïté lui permettent de dire qu'il souhaiterait se retrouver dans une situation d'opportunité sentimentale, comme à Arcachon, mais avec la réussite et la fierté qu'il éprouvait en faisant ses descentes de luge, à la Bourboule. Comme son ami qui se fiance, il aimerait réussir sentimentalement. René Alendi fournit un autre rêve qui repose visiblement à la fois sur une association par analogie et sur une association par contiguïté. Un jeune homme a été affecté par la perte d'une sœur morte à 20 ans. Son chagrin est si grand qu'il s'efforce de ne plus y penser et ne parle jamais de son deuil. Il rêve, rêve. Je revoyais un petit chien que nous avons eu autrefois chez mes parents et qui est mort en réalité. Je m'étonnais qu'il soit encore vivant. J'admirais sa longévité et je me sentais pour lui d'un amour débordant. Interprétation. Quand on sait que le chien en question appartenait spécialement à la sœur du rêveur, et qu'il est mort peu de temps avant sa maîtresse, on comprend que le désir de résurrection et l'immense tendresse se rapportent en réalité à la sœur morte. Le déplacement a pour effet de tamiser un peu l'émotion trop intense et de permettre des débordements d'amour qui auraient été incongrus concernant le véritable objet. Il y a donc une analogie de situation, sœur morte, chien mort, et une association par contiguïté, le chien appartenait à la sœur. Comme dans les rêves post-traumatiques qui expriment le traumatisme en transformant la situation traumatisante initiale pour la rendre moins douloureuse ou effrayante et être émotionnellement moins engagé, la substitution n'est pas causée par la censure, mais par le travail de connexion du présent avec le passé. Ce que ne précise pas Alendi, c'est si le rêveur a vu un chien dans la journée qui a pu lui rappeler le chien de sa sœur, ou bien s'il a simplement entendu parler de ce chien, ou vu une photographie de lui. Mais le rêveur n'a pas besoin de contourner une censure inexistante. Il sait en son fort intérieur que le chien de sa sœur est l'analogone de sa sœur.